Le RPG ne s'est jamais aussi bien porté. Nous avons actuellement en Guinée 15 coordinations régionales et sous-régionales, 76 sections. Et dans chaque section, nous avons le bureau central qui comprend 15 membres. Ensuite, nous avons des organisations parallèles, le mouvement des femmes qui comprend aussi, dans le bureau comprend 15 membres, les jeunes 15 membres, le bureau des cadres 15 membres, la corporation, c'est-à-dire qui regroupe les gens des métiers 15 membres, et le bureau des sages 15 membres. Dans certaines sous-sections, il y a le bureau des anciens combattants aussi. Si je prends par exemple le cas de Zéro Corée en forêt, avant nous avons 2 sections, maintenant nous en avons 6. Si je prends Conakry, avant on avait 5 sections, actuellement on en a 17 sections, 54 sous-sections et 400 comités de base. Voilà, Monsieur le Président, nous aurons l'occasion de revenir largement sur les RPG, ses aspirations, sur la situation économique politique de la Guinée, sur les élections législatives régulièrement reportées depuis juin dernier. Et pour la circonstance, je suis en compagnie de mes confrères Pape Modisso, qui est directeur délégué du bimensuel Vision francophone, de Hervé Kiminoumi, Sud Africa numéro 1, et Mamadou Niang de l'agence de presse africaine à Padnew. Monsieur le Président du RPG, votre parti est-il dans l'opposition ou carrément dans l'opposition? Mais leur parti est carrément dans l'opposition de tout temps. Vous savez, nous avons une ligne constante. Dès le départ, nous avons dit que le pouvoir du général Lansana Conté ne peut pas amener le bonheur au peuple de Guinée ni la démocratie. Donc ça fait presque 20 ans que nous combattons pour le changement démocratique en Guinée. Et pendant longtemps, on a voulu présenter le RPG comme le parti des Malinqués ou comme un parti violent, etc. Dieu merci, aujourd'hui, la grande majorité des populations, en tout cas des masses laborieuses, pour employer une expression qu'on utilisait beaucoup avant, reconnaissent aujourd'hui que le RPG a raison, parce que les gens se sont révoltés en janvier et février. 30 préfectures sur 33 ont chassé les préfets et les sous-préfets. Il y a eu 4 fois plus de morts que les 100 annoncés, et les gens n'avaient qu'un seul slogan en bouche comme changement de gouvernement de l'ancien comté. Or, lorsque le peuple dit qu'il ne veut plus du gouvernement, d'un général président, et que vous allez dans son gouvernement, vous êtes discrédité. Donc aujourd'hui, tous les partis qui se disent de l'opposition, qui sont partis dans le gouvernement, sont rejetés par le peuple aujourd'hui, parce qu'ils savent que ces gens ne sont pas intéressés par les conditions de vie de la population, mais qui sont seulement intéressés par le fromage, ce qu'ils peuvent gagner en étant dans le gouvernement. Vous pouvez dire que c'est un calcul de votre part, vous n'avez jamais voulu vous associer à un gouvernement installé à Conakry? Ce n'est pas un calcul, c'est une conviction, parce que les militants de RPG se battent pour le changement. Donc ils ne peuvent pas comprendre qu'après tout ce qu'ils ont subi, parce qu'à part l'ANC d'Afrique du Sud, je ne crois pas qu'un parti africain est aussi réprimé que le RPG en Guinée. Nous avons sorti une brochure sur le RPG, nous avons fait la liste de nos martyrs, le nombre de gens qui ont été tués, blessés, emprisonnés, ou bien les préfectures qui ont été mises en quarantaine, et cela on n'en compte pas. Donc, les militants du RPG n'ont pas fait ces sacrifices pour obtenir le changement et pour voir demain, enfin pour voir aujourd'hui ou hier, les responsables du RPG assis à la table du gouvernement avec le président. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même après les événements de janvier et février, lorsqu'il a s'agit de former le gouvernement dit de consensus, j'avais dit publiquement que tant que le général Conté est au pouvoir en Guinée, le RPG ne sera pas dans un gouvernement. Donc pour nous, ce n'est ni un calcul ni rien, mais c'est une conviction profonde que le mal, le général Lansana Conté est le problème de la Guinée, est le mal de la Guinée. Et tant qu'il est là, la Guinée n'ira nulle part. J'ai l'habitude de dire que même si vous prenez Bill Clinton, qu'on a considéré comme un bon président, comme Premier ministre en Guinée, on n'ira nulle part. Alors, mais depuis 1991, particulièrement, on constate le radicalisme de votre parti et de vos convictions. Et vous impulsez la lutte contre la malgouvernance et contre la gabegie. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous concrètement du rôle de votre parti dans le sens de la mobilisation véritablement des Guinéens qui sont opposés au régime de Lansana Conté? Bon, ce qui est important pour comprendre cela, c'est de voir aujourd'hui le terrain qu'a gagné le RPG en Basse-Guinée, en forêt et au Fouta. Bon, ça fait longtemps que nous avons gagné du terrain en forêt. Maintenant, c'est renforcé, parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, à Zéro Corée, on a 6 sections de 2. Mais nous avons gagné beaucoup de terrain au Fouta et particulièrement en Basse-Guinée. Aujourd'hui, lorsque j'arrive à Conakry et que les jeunes se mobilisent, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de jeunes sous-sous que de jeunes malinqués à ma réception, comme ça s'est fait il y a 2 ans.
Donc d'abord, le RPG a gagné beaucoup de terrain parce que les populations ont la conviction aujourd'hui que c'est le seul parti qui veut le changement en Guinée. Et ensuite, on sait le rôle que le RPG a joué pendant les événements de janvier et février. Et tout le monde reconnaît, tous les autres partis de l'opposition obligés le reconnaître aujourd'hui, que si le RPG ne mobilise pas, il n'y a pas une forte mobilisation des populations en Guinée si le RPG ne participe pas. Par contre, le RPG à lui seul, s'il décide de mobiliser, on sait ce qui se passe effectivement. Lorsque je suis rentré il y a 3 ans, votre collègue de RFI a parlé de marée jaune, tellement la mobilisation des militants était extraordinaire. Donc, et aussi, nous avons toujours dit qu'il faut le changement. Et notre grande satisfaction, c'est de constater que les Guinéens, dans 30 préfectures, 33, ont accepté de mourir pour dire qu'il faut que Conté parte. Donc, on rejoint le mot d'ordre. Et je vous ferai remarquer que ce qui est extraordinaire, c'est que la première préfecture qui a chassé son préfet, son sous-préfet, c'est Dalaba. Et après, Pita, ça dit le Fouta. Si c'était Sigrid, on a dit oui, c'est les extrémistes d'Alpha. Mais là, c'est Dalaba et Pita qui ont donné le ton. Et les autres préfectures ont suivi. Donc, c'est l'écrasante majorité des populations guinéennes aujourd'hui qui reprend le mot d'ordre du RPG, c'est-à-dire le changement. Tant que Conté est en Guinée, la Guinée n'est nulle part. Kimino. Oui, professeur Fakonde, le changement au niveau du RPG, vous en faites un cheval de bataille. Comment arriver à ce changement? Nous avons toujours pensé qu'on arriverait au changement par la mobilisation populaire. Et nous avons mené une action pour convaincre la plupart des partis, les syndicats, la société civile, pour qu'on adopte une feuille de route qui peut nous permettre d'aller au changement. Dieu merci, grâce à la volonté de Dieu, nous avons pu, en mars 2006, faire les assises de forces vives. Il y avait 15 partis politiques de l'opposition, les syndicats, la société civile, la jeunesse, etc. Et nous avons arrêté les points suivants. 1, départ du gouvernement du général Conté. 2, mise en place d'un gouvernement d'union nationale de transition formé par les partis politiques, la société civile et les forces armées. 3, élection de 3, dissolution du Parlement, du comité économique, du Conseil économique, de la Cour suprême et remplacement par d'autres organismes. 4, élection au bout de 12 à 18 mois, élection libre, transparente et démocratique, présidentielle et législative, avec comme point principal que ceux qui dirigent la transition ne peuvent pas être candidats. Tous les partis ont signé cela. Donc ça veut dire que le changement était une volonté, même si certains partis, pour des raisons purement alimentaires, ont abandonné ce programme pour aller dans le gouvernement. Oui, c'est-à-dire vous venez d'aborder tout de suite la question de l'armée. Vous pensez-vous que l'armée, après les événements douloureux de janvier, puisse encore jouer un rôle d'arbitre? Est-ce que ce rôle-là est possible? Est-ce qu'il est réaliste? D'abord, Kimino va ajouter. Oui, sur la même question que mon confrère So, est-ce que vous êtes aujourd'hui convaincu que la population a la large marge de manœuvre vis-à-vis de l'armée guinéenne? Bon, d'abord, moi, je suis un démocrate. Je me suis toujours battu pour que le RPG gagne à travers des élections libres et transparentes par la voie des urnes. Ça, c'est notre credo fondamental. Concernant l'armée, les événements de janvier et février, il faut les lire correctement. Le président de la CEDEAO a envoyé le président Babangida pour négocier, parce qu'il avait la crainte, comme d'autres chefs d'État, que les événements n'arrivent à des massacres de populations guinéennes et qu'on se retrouve avec un gué comme en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, c'est parce que la CEDEAO n'avait pas la réalité. Je peux dire que la hiérarchie militaire n'a pas dit de tirer en janvier. Ceux qui ont tiré en janvier, nous l'avons dit, ce sont les troupes envoyées par Nino Liera de Guinée-Bissau, les mercenaires de Aïcha Kone et de Lourdes, c'est-à-dire le mouvement du Libéria, qui sont en Guinée, plus une fraction des Vélos Rouges, c'est-à-dire la garde présidentielle, sous la direction de Ousmane Conté, le fils du général Conté. Ni le chef d'état-major de l'armée, ni le chef d'état-major de la gendarmerie n'ont donné l'ordre de tirer. Mais comme il y a eu beaucoup de morts et que les gens n'avaient pas toujours l'information exacte, ils ont pensé que c'est l'armée qui a tiré. Ce qu'on peut reprocher à l'armée, c'est d'avoir pas protégé la population, d'avoir laissé des étrangers comme les Guinéens-Bissau et les Libériens tirer de façon impunie sur la population.
quelle a été la conséquence? C'est qu'il y a eu une coupure entre l'armée et le peuple. C'est-à-dire le peuple s'est détourné de l'armée. Et c'est grave parce que l'armée guinéenne a une longue histoire. L'armée guinéenne a été une armée républicaine qui a été sous tous les grains de combat sous la Première République, que ce soit en Angola, que ce soit au Mozambique, que ce soit en Guinée-Bissau. Il ne faut pas oublier que le général Conté a dirigé le contingent, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais il a dirigé le contingent guinéen qui aidait le PAIGC à libérer la Guinée-Bissau. Donc cette armée qui était la fierté de l'Afrique et des Guinéens se trouve aujourd'hui discréditée par la faute d'un certain nombre de leurs chefs véreux et de quelques bandits. Mais nous sommes convaincus que l'armée guinéenne doit être une armée républicaine et qu'on doit avoir une armée sûre, solide, qui doit protéger nos frontières, même si on n'est pas menacé de guerre, mais aussi assurer la sécurité. Et dire que l'armée est arbitre, non, l'armée est formée de citoyens comme des civils. Par contre, nous pensons qu'aujourd'hui, il revient à tous les patriotes, civils comme militaires, de se donner la main pour imposer le changement, parce que le pays va vers la catastrophe. Donc l'armée n'est pas arbitre, mais l'armée est formée de citoyens. Il y a des citoyens véreux parmi eux, comme parmi les civils. Ceux qui sont honnêtes, qui sont compétents et qui veulent que ce pays aille de l'avant, doivent se donner la main avec les patriotes civils pour imposer un changement rapide, pour qu'on aille vers la paix et la démocratie. Justement, M. le Président, on a remarqué dans vos propos qu'il y a un climat de suspicion entre l'armée et la population. Alors vous, en tant que politique, qu'est-ce que vous devez faire? Autrement dit, vous et vos collègues politiciens, qu'est-ce que vous devez faire, ne serait-ce que pour créer une symbiose entre l'armée et la population? Mais c'est l'armée d'abord qui doit mettre le rôle dans son camp. Il faut que les patriotes qui sont dans l'armée prennent leurs responsabilités, qu'ils sachent que l'armée est une création du peuple guinéen, que l'armée est payée à partir de l'impôt payé par le peuple guinéen, et que cette armée doit être au service de ce peuple. S'il y a une coupure, c'est à l'armée, il ne suffit pas seulement de représenter les excuses à la radio, mais quel rôle l'armée va jouer pour permettre au peuple de Guinée d'obtenir ce qu'elle voulait en janvier-février 2007, c'est-à-dire le changement de régime. C'est à l'armée donc, particulièrement les jeunes officiers patriotes et les soldats patriotes, c'est à eux de s'ajouter aux forces patriotiques civiles pour imposer le changement. C'est eux qui doivent réhabiliter l'armée, ce n'est pas nous. Moi, je ne suis pas militaire. Évidemment, comme tous les partis, nous avons des militaires qui votent pour nous, mais c'est l'armée qui doit se réhabiliter, comme ça fait dans d'autres pays. Lorsque certains chefs ont entraîné l'armée dans une situation qui détournait le peuple, il y a eu des patriotes qui se sont levés. Nous avons le cas du Mali, à un moment donné, où le peuple s'est révolté, et l'armée, une fraction de l'armée formée de patriotes, a rejoint le peuple et a imposé le changement. Je pense aux officiers et aux patriotes dans l'armée, à tirer les leçons de l'histoire, et à savoir que s'ils veulent être du côté du peuple, il faut qu'ils se rallient au peuple qui demande le changement. Donc ils doivent se battre pour le changement qui est de la fin de ce régime. Nous ne faisons pas un procès de l'armée guinéenne, Monsieur le Président, mais on a le sentiment que le divorce est totalement consommé entre la population guinéenne et l'armée, puisque aujourd'hui, il y a des personnes en Guinée qui vous disent on a plus peur d'un militaire en tenue que de l'obscurité qu'il y a dans le pays. Bon, je pense que c'est vrai en partie seulement, parce que il y a une insécurité totale en Guinée. Et les gens qui attaquent avec des armes, qui ne sont pas des armes qu'on trouve dans les magasins, c'est-à-dire c'est des armes de guerre qu'on ne trouve qu'avec l'armée. Il se trouve aussi qu'il y a si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée avait une tradition républicaine. Elle a eu des officiers formés dans les grandes académies. Mais depuis quelques années, le gouvernement s'est évertué à recruter des petits voyous, des petits bandits, et qu'on a peuplé l'armée de ces petits bandits. Ces gens n'ont aucune formation, ils ne respectent pas les officiers, et ils ne savent tirer que le Kalachnikov. Ils n'ont aucune compétence, vous ne verrez aucun d'entre eux sur un char, ou sur l'artillerie, ou dans l'aviation. Mais ce sont ces petits voyous qui n'ont aucune considération pour leur chef, qui ont envahi l'armée, parce qu'on a voulu avoir une armée incontrôlée qui va aller. Ces gens, étant des bandits déjà dans le civil, si vous leur donnez des armes de guerre, il est évident qu'ils vont utiliser ces armes de guerre. Donc aujourd'hui, il y a de l'insécurité dans le pays. Et l'insécurité, c'est souvent des hommes en tenue. Mais il faut reconnaître que la Guinée a des militaires valables comme l'armée sénégalaise, c'est-à-dire des officiers formés dans les grandes académies, qui sont des intellectuels, des universitaires, qui souffrent de cette situation, le fait que l'armée soit discréditée.
Mais ça, c'est le recrutement qu'on a imposé à l'armée depuis une dizaine d'années, en le peuplant de petits voyous, de délinquants, etc. Ce sont ces délinquants qui vous n'avez qu'à les prendre. Vous prenez Coplan, c'est quoi? Mettez-le sur un char, s'il ne peut pas le conduire. Mettez-le derrière un canon, il ne peut pas tirer, à plus de raison sur un avion. Donc, c'est des gens comme ça, on a rempli l'armée de cela. Mais à côté d'eux, vous avez des militaires qui sont des militants militaires. Nous avons des généraux qui sont de l'ancienne école et qui ont à peine leur certificat d'études. À côté de cela, nous avons des jeunes officiers, des capitaines du lieutenant jusqu'au commandant, peut-être même colonel, qui ont une très bonne formation et qui souffrent de cette situation. Mais c'est à eux à prendre leurs responsabilités et à se mettre du côté du peuple. Moi, Président, ce qui me dérange en fait, c'est la situation de la Guinée. Voilà un pays que jadis on appelait le château de l'Afrique, la locomotive du continent africain. Pourquoi? C'est un pays qui regorge de potentialités. Alors, comment expliquer que jusqu'à ce niveau, la Guinée semble être en retard? Vous, en tant qu'homme politique, comment expliquez-vous cela et comment y remédier? D'abord, je souffre beaucoup de cette situation. J'ai été dans des pays comme le Mali ou le Burkina, qui sont des pays sahéliens. Je suis venu à Dakar. Quand je vois le progrès que c'est... J'allais à Ouaga quand le Burkina s'appelait Haute-Volta. Pour boire de l'eau, il fallait se tenir le nez parce qu'il fallait mettre beaucoup de grésil, parce que l'eau était sale. Parfois, vous êtes obligé de vous lever 5 fois dans l'année pour vous mettre de l'eau froide. Aujourd'hui, vous allez à Ouaga, n'importe quel citoyen peut avoir l'eau courante, il suffit seulement qu'il s'abonne. Et l'abonnement qu'il paye est défalqué de sa facture. Ouaga 2000, c'était la bourse, aujourd'hui c'est une nouvelle ville. Vous allez à Bamako aujourd'hui, il n'y a pas que les statuts que le président, mon ami et président Evomouni Malfa a fait, mais on voit aujourd'hui le changement. Vous venez à Dakar, vous voyez le changement. Donc, tout patriote guinéen souffre énormément de cette situation, de voir que la Guinée, qui est le château de l'Afrique, qui est considéré comme un scandale économique, qui doit être le moteur du développement de l'Afrique de l'Ouest, parce que personne ne se fait division, c'est la Guinée plus que la Côte d'Ivoire qui peut tirer l'Afrique de l'Ouest vers le haut, pas parce que nous sommes plus beaux, plus intelligents, mais parce que Dieu nous a donné des petites santé minérales, nous a donné une terre où tout pousse, et nous avons des cadres. Donc nous sommes les premiers à souffrir de cette situation. Mais cela est dû à la malgouvernance, à l'absence d'esprit patriotique au niveau des dirigeants qui se sont suivis dans le pays. Nous aurons à revenir là-dessus en fonction des différentes questions que vous poserez. Bon, justement, vous venez d'aborder là une question importante qui est une question d'actualité et qui ne touche pas simplement la Guinée. Vous suivez la crise financière et économique qui frappe de plein fouet le monde, mettant en nu la vanité de la mondialisation et globalisation. À votre sens, l'Afrique peut-elle en échapper et sur quel clavier on doit s'appuyer? Est-ce le clavier de l'intégration ou de la relance de la croissance par la production, comme vous venez de le souligner? D'abord, il faut que les Africains perdent leur complexe. Vous savez, les Africains n'ont jamais compris, pour l'essentiel, qu'ils doivent définir eux-mêmes leur véritable politique de développement. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis socialistes européens que peut-être nous sommes dans la même internationale socialiste, mais nous sommes dans deux camps différents. Je leur dis, vous voulez que l'Africain qui a 2 ans marche au même rythme qu'un Français ou un Allemand qui a 20 ans. C'est-à-dire, vous voulez nous faire mener une politique qui est la politique des pays post-industriels. Pourquoi vous ne vous demandez pas comment les Français ou les Allemands marchaient quand ils avaient 2 ans? Quand vous prenez la politique qu'on nous demande, on nous dit pas de subventions à l'agriculture. Nous savons très bien comment l'agriculture s'est développée en Europe comme aux États-Unis. Nous voyons bien aujourd'hui que ce qui gêne l'OMC, c'est que les Américains subventionnent leur production agricole comme les Européens. On nous dit pas de déficit budgétaire. Nous savons très bien qu'après la crise de 1929, les pays ne sont sortis qu'à coup de déficit budgétaire, déficit pour faire l'investissement, évidemment pas pour payer les dépenses de fonctionnement. Et la crise actuelle a un aspect extrêmement positif. C'est que nous voyons tous ces pays-là se précipiter, les pays qui disaient pas d'intervention de l'État. C'est étonnant, le ministre du Trésor américain, Paulson, a dit,
au point de vue théorique, je suis contre l'intervention de l'État, mais je suis obligé de le faire. Donc voilà les États-Unis, qui sont les États les plus libéraux au monde, qui nationalisent les caisses d'assurance, prennent le contrôle de la plus grande société, d'assurance dans le monde, Haïti, en investissant 80 milliards de dollars. Donc, on ne peut développer l'Afrique que si nous dégageons nous-mêmes une véritable politique de développement qui passe par le soutien à notre agriculture, par le soutien au prix, parce que si les paysans produisent ce qu'ils ne peuvent pas vendre, évidemment, ils vont être découragés. Ensuite, par la définition d'une politique et de nos priorités. Ce n'est pas le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui doivent définir nos priorités, c'est nous qui devons définir nos priorités. Bien sûr, nos ressources sont limitées. Si le Fonds monétaire nous dit que vous ne pouvez pas dépenser plus de 300 milliards, par exemple, CFA, nous sommes obligés. Mais nous ne devons pas accepter que la Banque mondiale dise c'est 300 milliards CFA, voilà ce que vous allez faire. Nous disons c'est le maximum qu'on peut dépenser, d'accord. Mais c'est nous qui décidons quelles sont nos priorités. Et je pense que la crise actuelle a cet aspect bénéfique, c'est que beaucoup de cadres africains formés en Occident ont peur du Fonds monétaire de la Banque mondiale, ils font du mimétisme. Aujourd'hui, l'échec de cette politique va obliger ces gens, au risque de disparaître, de se réapproprier leur personnalité africaine pour définir une véritable politique africaine. Écoutez, je vois qu'il y a une conférence actuellement ici sur, je crois, le rôle de l'aide africaine. Mais ça fait 40 ans qu'on nous aide, depuis 60. Mais on est plus pauvre aujourd'hui qu'en 1960. Alors, après 40 ans d'aide, l'Afrique est plus pauvre qu'elle n'était en 1960. Donc, il faut se poser la question que c'est une mauvaise orientation. Oui, justement, comment vous expliquez cette situation, cette pauvreté qui a accru sur nos continents avant les indépendances? Est-ce que nous sommes responsables de cette pauvreté, nous les Africains? Nous sommes responsables parce que personne ne viendra développer l'Afrique. Et il n'y a pas de corrupteur sans corrompu, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. À partir de pendant un moment, on nous a imposé des dirigeants qui étaient des dirigeants formés à l'école coloniale pendant un moment. Donc ces gens ne pouvaient que suivre l'école. Mais ensuite, l'Afrique a eu des cadres. La grave responsabilité du sous-développement de l'Afrique revient aux intellectuels africains. Pas tout le monde nous avons été dans les écoles, dans les grandes écoles. Nous connaissons l'histoire, nous savons comment les pays se sont développés. On aurait dû avoir le courage de refuser la soumission, de refuser des politiques qui sont contraires aux intérêts du peuple et d'imposer. Prenez certains pays d'Asie. Si je prends la Malaisie, on peut dire ce qu'on veut, mais la Malaisie a refusé la politique du Fonds monétaire international. Et la Malaisie, aujourd'hui, s'est développée sans cela, et aujourd'hui, c'est un des pays les plus développés. Donc, c'est la responsabilité des intellectuels qui, pendant qu'ils étaient étudiants, ont milité pour l'indépendance économique de l'Afrique. Une fois arrivés en Afrique, se sont brûlés dans le régime de corruption et autres. Et l'argent est devenu le seul critère aujourd'hui pour eux. L'argent, c'est devenu le Dieu. Voilà, je pense, la grande responsabilité des intellectuels africains. Vous parlez de la responsabilité des intellectuels africains. Sarkozy était de passage à Dakar, a interpellé également cette même classe en disant qu'il faut qu'ils procèdent à leur introspection, que les intellectuels procèdent à leur introspection pour voir dans quelle mesure ce qui est leur responsabilité et jouer pleinement leur rôle dans le développement de l'Afrique. Ne pensez-vous pas qu'à un certain moment donné, il y a eu une panne dans la réflexion des cadres africains et une sorte d'aplatissement vis-à-vis de l'extérieur au détriment justement des intérêts de nos peuples? Et est-ce qu'il n'est pas temps en ce moment de corriger sous peine de disparaître? Bon, d'abord, les intellectuels ne constituent pas une classe, c'est une couche sociale, ce n'est pas une classe sociale, c'est une couche sociale, premièrement. Deuxièmement, le premier n'est pas de faire une inspection. C'est-à-dire, quand on parle des intellectuels, il y a des intellectuels patriotes qui réellement veulent changer. Malheureusement, très souvent, ils ne sont pas au poste de commandement parce qu'on les craint et ils ne sont pas des béni-oui. Le problème n'est pas de faire une rétrospection, le problème est tout simplement de prendre nos responsabilités. Et je pense que moi, je ne me place pas sur le même plan que le président français ou d'autres occidentaux. Moi, je me place en tant qu'intellectuel africain. Et je pense que nous avons eu la capacité, pendant que nous étions étudiants, de définir clairement une orientation qui pourrait aider l'Afrique à aller de l'avant. Il suffit seulement que nous revenions à cela et que nous acceptions peut-être de gagner moins, d'avoir des villas moins luxueuses et de nous approcher des conditions de vie des populations pour changer. Ce n'est pas une question de rétrospection, c'est une question de responsabilité. Je le précise que vous suivez en multiplex entre Libreville et Dakar le président du RPG, Alpha Condé. Mais, Monsieur le Président,
duplex entre Libreville et Dakar, l'invité d'Africa Press Club, M. Alpha Condé, président du RPG de Guinée. Monsieur le Président. Mais je viens de vous dire qu'en mars 2006, nous avons fait les assises des forces vives, où 15 partis politiques de la société civile et les syndicats se sont retrouvés pour dégager une feuille de route ensemble. Mais c'est évident qu'aucun parti, sauf exception, les pays où les partis ont mené une guerre de libération, le peuple s'est identifié à eux, comme l'ANC en Afrique du Sud, le Frélimo au Mozambique, ou le MPLA en Angola. Il est évident que si c'est les partis qui sont venus par la voie politique avoir des urnes, c'est difficile qu'un seul parti soit majoritaire. Et moi, j'ai dit toujours que même si l'RPG arrivait par hasard à être seul majoritaire, nous ferons toujours un gouvernement d'union nationale. Parce que c'est très facile pour un petit parti, qu'on peut appeler parti cabine publique parce qu'il n'a pas de militants en plus, de créer la pagaille. Il suffit seulement qu'il dise aux étudiants, on vous donne 100 000 francs de bourse, on peut vous donner 500 000. Il va mettre la pagaille. Donc, et si je prends le cas de la Guinée, nous sommes tellement à terre que si nous voulons nous développer, il faut que toutes les forces s'unissent pendant au moins 2 législatures. Donc notre cas est presque un cas particulier. Ça veut dire, quel que soit le parti qui va gagner, s'il veut le bien du pays, il doit faire un gouvernement d'union nationale pour que toutes les forces s'unissent. Dans ce cadre-là, vous avez en perspective les élections législatives qui ont été plusieurs fois reportées. C'était prévu initialement en fin 2008. C'est d'abord le 30 juin 2007 que le Parlement a été. Mais le président de la CENI vient de dire que d'ici mars 2009, ces élections auront lieu. Bon, qu'est-ce qui explique les retards constatés dans l'organisation de ce premier scrutin libre depuis 1958? En fait, ce n'est pas le retard, c'est une volonté délibérée de ne pas organiser les élections. Nous en viendrons. Le gouvernement a dit de consensus. Tous les bailleurs de fonds, tout le monde avait demandé qu'ils organisent des élections avant décembre 2007. Ce qui n'a pas été le cas, ils ont dit mars, ils n'ont pas organisé. Donc, que ce soit le gouvernement dit de consensus, le gouvernement actuel, il n'y a eu aucune réelle volonté d'organiser les élections libres et transparentes. Parce que tous ces gouvernements sont des gouvernements de Général Conté. Tous les premiers ministres sont là pour appliquer la politique du président Conté. Il y a eu un cas où on aurait pu avoir une autre solution. C'est qu'après les événements de février et mars 2007, le peuple a exigé qu'il y ait un gouvernement qui soit un gouvernement dont le chef du gouvernement est chef du gouvernement et qu'un gouvernement qui soit libre. Et lorsque le Premier ministre nous a rendu visite à notre siège avec notre coalition, nous avons été très clairs par la voix de nos porte-paroles, les députés Sissa Metian et Ditine. Nous avons dit pour nous c'est un gouvernement de transition, un gouvernement de rupture. Si le gouvernement va dans ce sens, nous allons le soutenir. S'il ne va pas dans ce sens, on ne le soutiendra pas. Donc ce gouvernement avait la chance d'être un gouvernement de rupture, non pas un gouvernement du général Conté. C'est celui de Lansana Kouyaté. C'est celui de Lansana Kouyaté. Il avait la chance d'être un gouvernement de rupture parce qu'il est venu dans des conditions idéales. Une révolte populaire, le recul total du président et une volonté du peuple de se battre si jamais le président gênait le gouvernement, de descendre dans la rue de faire partie du gouvernement. Est-ce qu'il y avait des garde-fous? Autrement dit, est-ce que vous, en tant que parti politique, vous avez joué véritablement votre rôle? Parce qu'on a comme l'impression que c'était les syndicats qui étaient au devant de la scène. Non, cher ami, il n'y a pas 50 000 salariés en Guinée. À plus forte raison syndiqués. Les syndicats ont posé un acte historique extraordinaire pour lequel nous leur tirons chapeau. C'est qu'ils ont fait leur préavis de grève qui disait, après avoir disqualifié les différentes institutions, ils ont dit grève jusqu'à rétablissement de l'ordre républicain, c'est-à-dire jusqu'au changement de régime. Mais c'est les partis politiques qui ont mobilisé. Est-ce que vous avez entendu qu'un syndicaliste a été tué? Les gens qui ont été tués, ce sont les militants des partis politiques, c'est nous qui avons mobilisé. Et je vais vous donner un cas précis. Lorsque Eugène a été nommé comme Premier ministre, les syndicats avaient prévu de lancer la grève le lundi. Eugène a été nommé samedi à 19h45. À 20h, tout le peuple était dans les rues. Donc on ne peut pas dire que... Mais l'avantage que ce soit les syndicats, ça a permis que la Guinée se retrouve comme le 28 septembre 1958, c'est-à-dire tout le peuple de Guinée uni pour les mêmes revendications. Si c'est un partenaire, dit, ah, c'est tel parti qui manipule. Malheureusement, c'est une occasion gâchée. L'occasion, ce n'est pas une occasion gâchée, parce que on peut dire que les événements de janvier et février ont apporté 3 changements fondamentaux en Guinée. Quel est le point faible de la lutte en Guinée? C'est que les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Ils disaient, ah, on va vous tuer un peu. Mais depuis janvier et février,
le peuple guinéen n'a plus peur. Si vous étiez là, vous avez vu, à Conakry, on tire sur les gens, la population prend le cadavre, il marche à l'arc, par les avances. Aujourd'hui, on dit qu'on a tué 10 personnes à Kisdou, le lendemain, Kégoudou sort. On dit qu'on a tué 10 personnes ou 20 personnes à Kégoudou, le lendemain, Massanta sort. 30 préfectures ont chassé les préfets et les sous-préfets, il n'y avait qu'un seul mot de changement. Plus on tirait sur le peuple, plus le peuple continuait. Il y a eu 3 semaines de grève. La grève, il y a eu suspension, ensuite on est reparti. La grève ne s'est arrêtée et le mouvement ne s'est arrêté que par suite de négociations de Babangida. Donc la première chose la plus importante, c'est que plus personne n'a peur aujourd'hui en Guinée. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose très importante, pourquoi le mouvement a été si politisé, pourquoi on n'a pas pu ethniciser en disant c'est les peuples qui veulent renverser un gouvernement sous-sous, ou les gens sont contre les jeunes parce qu'ils sont forestiers, etc. C'est que ce sont des jeunes cadres, universités, jeunes cadres, des médecins, des pharmaciens, des financiers, plus la jeunesse universelle qui ont pris la direction de la lutte. Et eux, ils avaient une conscience politique claire. C'est ce qui a fait que lorsque on a dit aux jeunes forestiers, on est contre les jeunes parce qu'on ne veut pas de jeunes forestiers, c'est les jeunes forestiers qui sont partis sur les chaînes pour dire on ne veut pas de jeunes, même dans son village, etc. Ça, c'est le deuxième changement positif. Le troisième changement positif, c'est que le peuple guinéen sait aujourd'hui qu'il peut imposer sa volonté. Quand tu as dit c'est Eugène ou rien, le peuple a dit non, pas d'Eugène. Il a bien obligé d'envoyer Eugène. Donc il y a 3 acquis positifs. Et aujourd'hui, le peuple guinéen sait qu'il peut imposer le changement. Même si le changement a échoué parce que le gouvernement de consensus nous a ramené à case départ avec le gouvernement actuel, mais on ne peut pas nier ces changements qui sont fondamentaux dans la vie d'un peuple. Monsieur le Président, parlons justement du gouvernement de consensus. Tout à l'heure, je vous ai demandé s'il y avait des garde-fous, s'il y avait un acte juridique qui était mis en place pour permettre au Premier ministre de l'époque et son gouvernement de faire appliquer tout ce que les syndicalistes, tout ce que la population avait demandé, notamment aller aux élections pour le changement. D'abord, c'est le gouvernement qui devait tout de suite présenter un projet de loi. À partir du moment où on a dit Premier ministre, chef du gouvernement, et que dans la Constitution, il n'y a pas de poste de Premier ministre, la logique, la première décision, la première acte que le gouvernement devait poser, c'était de présenter un projet de loi au Parlement pour dire il faut constitutionnaliser le poste de Premier ministre. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Non, attendez. Et là, le Parlement aurait été obligé de voter parce que le Parlement, les parlementaires avaient la force du peuple, ils n'osaient même plus aller dans leur préfecture. Donc, le Parlement aurait été obligé de voter. En ce moment, on aurait eu un test constitutionnel. Mais le gouvernement ne s'est pas du tout occupé de cela. Vous savez, le changement, la rupture, le gouvernement de rupture a été abandonné très vite. Et lorsque le Premier ministre a été à Paris, dans l'interview qu'il a fait à RFI, il a dit 2 choses graves. Premièrement, il a dit que ce n'est pas les syndicats qui l'ont nommé, c'est le président, parce que le président l'a choisi parmi 4 personnes. Or, ce changement n'a pu avoir lieu que parce que le peuple était dans la rue. Deuxièmement, il a refusé la commission internationale d'enquête. Donc, il a suivi le ministre précédent Gomez. Mais tout le monde sait que c'est le fils de Conté qui s'est mis devant un groupe de bérets rouges pour aller tirer sur les populations, d'abord attaquer la bourse du travail. Vous dites une commission nationale sur couleur de souveraineté, comment voulez-vous qu'une commission nationale ose mettre en cause le fils du président et les chefs et les militaires qui ont tiré qu'on connaît, ou mettre en cause le président Nino, ou bien Aïcha qui pavane à Conakry, il aurait fallu une commission internationale. Donc très vite, le Premier ministre, au lieu d'être Premier ministre de sûr, est devenu comme tous les premiers ministres qui l'ont précédé, c'est-à-dire un Premier ministre de continuité, qui est là pour appliquer la politique voulue par Conté. Et chaque fois que la population voulait descendre dans la rue contre Conté en disant, il bloque le Premier ministre, il dit non, tout va bien. Donc le Premier ministre s'est mis dans la lignée des premiers ministres qui l'ont précédé, et ça nous a amené à la situation actuelle. C'est pourquoi nous, à partir du moment où c'était pris un gouvernement de transition, nous avons continué notre combat en disant, lui comme les autres premiers ministres, ce n'est pas notre problème, nous, notre problème, ce n'est pas le gouvernement, c'est le départ du président Lansana contre le changement. Donc notre position a été constante. Ceux qui disent, oui, Alpha n'a pas parlé de Lansana Kouyaté parce qu'il le soutenait, je leur dis, est-ce que j'ai jamais parlé de Sidia quand il était Premier ministre? Est-ce que j'ai jamais parlé de Sidimé quand il était Premier ministre? Est-ce que j'ai jamais parlé de Far quand il était Premier ministre? Est-ce que j'ai jamais parlé de Sinlou? Quand on m'a introduit une fois sur RFI, que je pense de Sinlou, j'ai dit que ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est le système, c'est le départ. Donc, j'ai eu la même attitude. À partir du moment où c'est devenu non plus un gouvernement de rupture, mais un gouvernement de continuité, j'ai eu la même attitude à l'égard de ce gouvernement qu'avec le gouvernement. Oui, président Alpha Condé, on a remarqué que la principale accusation qu'on portait, c'est surtout la malgouvernance qui est vraiment palpable en Guinée. Alors, quelles sont les causes, comment doit-on faire pour vraiment sortir de ce marasme? Mais les causes sont là, elles sont palpables. Le système Conté
est basée sur la corruption généralisée. Donc tous les ministres, et en plus sur la précarité des gouvernements. Les ministres qui viennent n'ont qu'une chose en tête, s'enrichir au plus vite, parce qu'ils ne vont pas rester. Moi, je viens de lire dans le journal Investigateur des choses extrêmement graves que je peux vous lire. Lorsque le Premier ministre demande, ce journal est du 23 octobre, on n'a eu aucun démenti. Lorsque le Premier ministre dit au ministre des Finances, me donner l'argent, je n'ai plus d'argent, j'ai tout distribué, nous devons faire en sorte de trouver quelque chose pour notre départ, parce que je ne pense pas que nous soyons encore là en décembre. Il veut soigner les railleurs. Là, en décembre. Oui. Ensuite, il se plaint, parce que le ministre des Finances lui donne 50 millions, il se plaint. Il paraît qu'il va avoir un leader de l'opposition, Jean-Marie Delay, en lui disant il ne me donne que des miettes, il faut intervenir. Bon, non, je ne savais pas. Ensuite, on lit dans le même journal que l'aide donnée, les 500 000 $ qui ont été donnés par la Gambie, les 500 000 $ qui ont été donnés par 50 000 $ qui ont été donnés par la Libye, les 2 milliards 50 000 $ qui ont été donnés par les sociétés de téléphonie ont disparu. Et quand le ministre des Finances a voulu faire l'audit de cela, savoir où c'est parti, tout de suite, ils se sont organisés. Et son pari lui a dit, le président a voir son pari d'après le même journal, si le Premier ministre en parle au chef de l'État avant toi, il aura ta tête. Donc, au fait, le limogeage du ministre des Finances n'est pas dû à la mauvaise gestion. Bien sûr, il est responsable de la mauvaise gestion comme lui, mais il est dû à la divergence de fond qu'il y a eu entre lui et le Premier ministre. Alors, et je dirais beaucoup plus grave, le Premier ministre actuel est un des plus grands fossoyeurs de l'économie guinéenne. Dans le même numéro numéro 16, vous lisez que dans son numéro du 15, ils avaient dit que Soirée, alors le ministre des Mines, a bradé le patrimoine minier guinéen par des transactions bizarres conclues avec certaines sociétés. Mais vous avez ensuite, ce qui est grave, vous voyez le bradage. Ils vous prennent Friguia. Friguia, ils disent que le valeur estimée de l'usine par le cabinet Ernest Young, 250 millions de $. Le montant dû par ACG au tir des BIC et dividendes éludés du 1er mars 2000 au 30 mars 2006, 644 millions de $. Ça fait 901 000 $ US. Le ministre Soirée, actuel Premier ministre, a vendu une usine qui valait 901 millions de $. Il a vendu à 22 millions de $, c'est-à-dire avec une perte de 879 millions de $ pour la Guinée. Ils prennent le cas de la société minière de Dingraï. La société minière valait 100 millions de $. Il l'a négocié à 30 millions de $, et il a vendu à 12 millions de $. Perte pour la Guinée, 88 millions de $. Je prends la société Ashanti Golfing Guinée. La société du 24 avril, c'était 55 000 $. Et le montant effectivement payé suite à la transaction effectuée par le ministre des Mines, le 31 octobre 2005, est de 7 millions de $, 48 millions de $ de perte. Donc, voilà ce ministre qui, par ces 3 contrats, a entraîné 1 milliard 15 millions de $ américains de perte pour la Guinée, tout simplement pour avoir des pots de vin à son. Alors, comment voulez-vous que lorsque quelqu'un qui a été aussi abject dans la gestion et qui a liquidé les intérêts se retrouve au Premier ministre, et comment voulez-vous qu'un tel gouvernement puisse aller? Et on peut multiplier des exemples comme ça. Et aujourd'hui, ce gouvernement, c'est réellement le gouvernement des plus grands prédateurs que le pays ait jamais eu. Il y a des gens qui sont ministres, on se demande comment ils ont pu être ministres. Donc, le seul souci aujourd'hui de ce gouvernement, c'est voler au maximum, comme dit le Premier ministre, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être là d'ici décembre. Depuis un moment, que ce soit le gouvernement de consensus ou le gouvernement actuel, ils ont généralisé les contrats de gré à gré. Là, je vais vous en parler avec des faits très concrets. Monsieur le Président, vous êtes très fort, comme tous les opposants en Afrique, pour dénoncer les régimes en place. Est-ce que vous avez été contacté pour jouer un rôle de premier plan dans le gouvernement guinéen, et quel est votre projet de société? Chaque fois qu'on nous a demandé, dernièrement, le gouvernement actuel, le Premier ministre actuel, a demandé à rencontrer les partis politiques pour la formation du gouvernement, nous avons estimé que nous n'étions pas concernés. Parce que ce Premier ministre actuel fait partie des gens qui avaient été rejetés par le peuple. On dit on ne veut plus d'ancien ministre, il fait partie des gens qu'on ne voulait plus. Il était ministre de l'Éducation, je crois, après les mines. Donc pour nous, c'était aller le rencontrer pour former un gouvernement, c'est aller
contre la volonté populaire. Non seulement nous n'avons pas été, pour nous, ce n'était pas question avec le gouvernement, mais nous n'avons même pas voulu le rencontrer. Nous ne pouvons aller dans un gouvernement, à partir du moment où nous disons que le mal de la Guinée, c'est le système Conté, il faut éradiquer ce mal. Donc nous ne pouvons en aucun cas accepter d'aller dans ce gouvernement. Mais Conté dit que jusqu'en 2010, il ne va pas quitter. Or, mais les élections de mars devraient constituer, je crois que devraient constituer pour l'opposition une étape importante pour gagner les élections de 2010. Mais Conté a dit ceci, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a eu les événements de janvier et février 2007 et qu'aujourd'hui, le peuple est plus que jamais déterminé pour le... Moi, je fais confiance au peuple guinéen, à la jeunesse et aux femmes. Je suis convaincu que le peuple guinéen va se mobiliser pour un projet de changement. Et si jamais l'armée prenait le devant en faisant un coup d'État? Moi, je ne suis pas militaire. Je me bats pour la démocratie. Je ne peux pas prendre un pouvoir par la force. Mais je n'ai aucun moyen d'empêcher l'armée de prendre le pouvoir par la force pas militaire. Ce que je sais, si l'armée prend le pouvoir, nous allons nous mobiliser pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, pas un gouvernement militaire, un gouvernement d'union nationale, avec un calendrier précis d'organisation des élections, dans un délai court. Nous n'accepterons jamais un régime militaire. Si les militaires prennent le pouvoir, nous allons mobiliser les militaires en disant, c'est très bien, vous avez fait le changement. Maintenant, le peuple veut le changement, par les voies des urnes. Donc, vous formez un gouvernement d'union nationale et vous fixez la date des élections, maximum dans un an, puisque le problème difficile en Guinée, c'était le recensement électoral. Or, les bailleurs de fonds ont financé les élections et on va faire des cartes d'électeurs sécurisées et biométriques. Donc, malheureusement, de ce côté, Monsieur le Président, ça piétine. Bon, ça piétine, pourquoi? Je vais vous donner beaucoup de cas qui montrent qu'on ne veut pas le recensement. Je prends une sous-préfecture comme Madinaoula à Kindia. Le préfet a été, ils l'ont mal reçu. Ils ont décidé de mettre une commission administrative. Le recensement devait commencer en août. Jusqu'à présent, ça n'a pas commencé. Les gens qui doivent faire le recensement ne sont pas payés. Il y a une volonté manifeste du pouvoir de saboter le recensement. C'est pourquoi moi, je lance un appel à tous les militants de RPG, à tous les porteurs guinéens. Il faut que les gens se fassent recenser. Il faut qu'ils se battent pour se faire recenser. Le gouvernement ne peut pas organiser des élections, mais il y aura des élections un jour en Guinée. Parce qu'après le changement, on ira aux élections. Et si les gens ne se font pas recenser, ils ne pourront pas voter. C'est pourquoi nous nous sommes organisés, nous nous sommes mobilisés. Et si j'ai été très heureux de faire ce débat avec vous, c'est justement pour lancer un appel à tous les militants du RPG, à tous les porteurs guinéens. Il faut que les gens se battent pour se faire recenser. Il faut qu'ils prennent en otage les chefs de quartier qui refusent de donner des certificats qui sont gratuits et qui refusent. Il faut qu'ils aillent chez eux, qu'ils occupent la cour et les obliger à donner. Parce que ces gens-là continuent à croire qu'on est dans la Guinée d'avant janvier et février 2007. Donc il faut que les gens se fassent recenser parce qu'il y aura une des élections libres. Monsieur le Président, il y a une forte colonie des Guinéens de la diaspora. Là aussi, il faudrait que ces Guinéens puissent voter. Parce qu'on s'est rendu compte, Monsieur le Président, que dans tous les pays d'Afrique, il y a des Guinéens. Et quelles sont les dispositions qui sont prises pour coller à la question d'Abdoulaye Thiam? Justement, nous nous battons. C'est pourquoi, lorsque la commission électorale a voulu limiter la participation des Guinéens de l'extérieur aux pays voisins, c'est-à-dire le Sénégal, Guinée, Mali, presque tous les partis se sont opposés. Nous voulons que partout sont les Guinéens qui puissent voter. Les Guinéens qui sont en dehors de la Guinée sont des citoyens à part entière comme les Guinéens qui sont en Guinée. Et nous nous mobilisons et nous espérons que les militants du RPG, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Angola ou aux États-Unis, vont se mobiliser pour s'inscrire sur les listes électorales. Bien sûr, les commissions administratives ne sont pas encore formées, mais nous lançons un appel et nous allons contribuer physiquement nous-mêmes, comme je suis présent aujourd'hui au Sénégal, pour inciter les Guinéens à se faire recenser pour demain jouir de leur droit, qui est le droit de choisir des dirigeants par la voie des urnes. Monsieur le Président, vous avez besoin de l'apport des cadres, alors peut-être que la Guinée vit la période la plus longue de sa transition vers l'alternance démocratique. Alors, quel appel lancerez-vous aux cadres guinéens dans leur diversité pour un changement positif dans l'intérêt de tous? Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut que nous acceptions de nous asseoir sur nos petites ambitions. Nous avons des ambitions, c'est légitime, mais il faut que nous oublions ces ambitions. Il faut que nous oublions nos petites divergences pour nous donner la main, pour imposer le changement. Aujourd'hui, nous avons, je pense que le cinquantenaire a été vraiment un éclairage fondamental. Il y a eu 7 chefs d'État qui sont venus. Personne n'a vu le président. Si le président est indisponible pour une raison ou une autre, le président de l'Assemblée, le Premier ministre, va déposer les germes. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est madame qui n'a aucune fonction constitutionnelle qui a été déposée. Et aujourd'hui, le président, objectivement,
n'est plus en mesure de gouverner, il ne peut même pas marcher. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de président en Guinée. Il n'y a pas d'État. Comment pouvez-vous expliquer que dans un État, des gens de l'armée aillent attaquer la police, casser les commissariats, détruire les ordinateurs, les archives et récupérer la drogue? Casser pourquoi? Parce qu'il faut détruire les preuves contre les trafiquants de drogue qui sont haut placés, que la Nation Unie connaisse, et tuer plus de 30 policiers. Comment pouvez-vous imaginer que l'armée soit privatisée? À Madina, il y avait des différends entre un locataire d'un magasin et son propriétaire. Le locataire a payé Coplan, le cow-boy, qui est venu avec ses amis paracommando. Mais comme l'autre famille aussi était liée à la troisième dame, Asmaou, elle aussi a envoyé les verrous rouges. Donc, pour une affaire privée, on a retrouvé face à face les verrous rouges et les gens de Coplan. Donc, c'est une armée au service de celui qui paye ou celui qui a les relations. Ces éléments, je n'ai pas dit toute l'armée. Donc, vous voyez donc dans quelle situation nous sommes trouvés. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les partenaires doivent avoir qu'un souci, il faut taire nos divergences, nos ambitions personnelles, civiles comme militaires, nous donner la main pour imposer un changement parce que nous allons vers la catastrophe. Le président ne peut plus gouverner, il n'est plus chef des armées et c'est un clan, c'est des clans mafieux autour du président, clan dirigé plutôt par ses femmes. C'est tantôt le clan, aujourd'hui c'est le clan de Kader, celle qui l'a emporté. Demain c'est le clan de Henriette, après-demain ça sera le clan d'Asmaou. Donc les décrets sont pris en fonction des rapports de force entre les dames qui n'ont aucune fonction officielle. Voilà, aujourd'hui, donc on n'a pas d'État, il n'y a pas. Vous demandez aux gens qui vont en Guinée, vous dites qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Tout à fait. Oui. Monsieur le Président, vous dites qu'il faut aujourd'hui taire les querelles, abandonner tout ce qu'il y a comme divergence. Au niveau des patriotes. Au niveau des patriotes, bien C'est-à-dire évidemment. ceux qui ne sont pas dans le gouvernement de Conté, qui ne sont pas mis au service du général Conté. Mais aujourd'hui, au niveau de la Guinée, on parle d'une commission nationale de réconciliation de tous les Guinéens pour faire table rase du passé. Le RPG adhère justement à cette démarche. Mais c'est de la comédie. Comment voulez-vous que ces gens, ce gouvernement qui comprend les plus grands criminels économiques, sinon criminels au sens de choses criminelles au sens du CPE, puisse faire cette